Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui regardent le sport du basket et qui aiment ce sport avec une passion assez débordante. Quand vous prenez les personnes qui regardent la NBA, tout particulièrement, je précise, même si on sait très bien que la NBA et le basket de manière mondiale, ce sont deux choses différentes. Mais toujours est-il que la NBA étant l'élément cristallisateur dans l'imaginaire de plein d'un nombre de personnes dans le monde entier, de par son marché assez gigantesque en termes financiers, spectaculaire dans le sport, dans sa pratique, et de ses super célébrités, et aussi bien sûr du fait de la puissance américaine en tant que nation mondiale. On sait très bien que donc la NBA, quand on évoque le basket, les gens pensent premièrement à la NBA. Mais aujourd'hui, la question est de savoir auprès des plus anciens, à minima celles et ceux qui regardent le basket depuis peut-être minimum 20 ans, comme c'est le cas pour moi, et qui ont pratiqué ce sport, on constate que même si il peut toujours avoir des joueurs spectaculaires, des superstars ou des actions assez très, très belles, toujours est-il que dans la pratique de ce sport et dans ce que l'on aimerait voir lorsqu'on a un regard quand même assez historique, on remarque quand même qu'il n'y a plus un aussi grand attrait que par le passé. Pour vous donner un exemple très, très palpant, prenons par exemple les JO qui se sont déroulés dernièrement à Paris en 2024. Moi, j'étais lors de la finale France-États-Unis. Et ben voilà, par exemple, ce à quoi on aimerait voir en termes de jeu, en termes d'adversité, en termes de spectacle, en termes d'engagement, ce que l'on aimerait voir chaque saison NBA, durant la saison régulière et bien évidemment aussi en playoff. Mais de plus en plus, on constate qu'en saison régulière, par exemple en NBA, beaucoup de joueurs, particulièrement les superstars, comparés à leurs aînés, beaucoup ne jouent plus un certain nombre de matchs, se préservant pour certaines blessures, pour des situations, circonstances atténuantes, des problèmes avec leur entourage, famille, femmes, etc. Donc, on remarque que là, qu'il y a une connivence ou bien un impact négatif de l'extérieur avec le jeu en soi, ce qui auparavant, par exemple, était quand même assez limité, quand on sait très bien que sous David Stern, il y avait quand même un certain nombre de lois et des règles, l'ancien commissionnaire de la NBA, paix à son âme bien sûr, qui quand même avait su réguler, on va dire, ou gérer du monde de fer, bien sûr, la NBA. On se souvient de Allen Iverson avec ses problèmes, etc. Mais globalement, je pense qu'aussi il y avait une question d'époque, la NBA se portait beaucoup plus bien par rapport, bien sûr, au présent. Toute proportion gardée. Je ne veux pas par là dire que par le passé, il n'y avait pas certains méfaits ou certains points négatifs. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que si on prend dans l'ensemble les choses dans l'ensemble, en termes d'engagement, en termes d'éthique du travail au niveau des joueurs, en termes aussi de compréhension des enjeux surtout, parce que quand vous prenez des superstars qui sont payés autant de millions, je n'ai rien contre le fait d'être payé aussi cher. Non, c'est comme on dit aux États-Unis, you gotta deliver, but you gotta play hard. Donc, enfin, vous voyez, il faut avoir quand même un minimum de décence quand vous voyez que des joueurs comme Kobe, paix à son âme encore, beaucoup parlent de la mentalité Mamba, etc. Mais ça, c'est ceux, entre guillemets, qui sont arrivés juste après, en fin de carrière de Kobe. Mais ça découlait du fait que c'était un état plus général au sein de la NBA. Que vous preniez, quelle que soit la franchise, les Indiana Pacers, Reggie Miller, Ray Allen, aux Bucks, etc. Vous avez eu des joueurs, Jordan, je ne veux pas en citer parce que voilà, c'est quand même assez caricatural, mais de manière générale, vous avez des joueurs de part et d'autre, le Charles Barkley, même si Patrick Ewing, même si ce sont des joueurs qui n'ont peut-être pas gagné
pour certains une bague NBA, mais c'est au moins des joueurs qui avaient cette fierté de l'engagement dans le jeu, d'apporter une certaine valorisation de soi, d'aller porter une équipe pour jouer contre quasiment des superstars. D'autre côté, peut-être que chez les Bulls, si vous prenez par exemple Iverson 2001, je crois, quasiment contre alors pas tout seul quand même, mais bon, voilà, toute proportion gardée, en face, il y avait quand même du très très lourd, des Kobe, du Shaq. Mais au moins, Iverson, je pense qu'on peut quand même s'accorder, il n'est pas le seul, bien sûr, Iverson, Reggie Miller, Charles Barkley, Patrick Ewing, tous ces gars-là de la trempe, ce sont des gars, des joueurs qui vont rester à tout jamais dans la mémoire de ceux qui regardent ou qui s'intéressent un tout petit peu à la NBA, à son histoire et au basket de manière plus générale. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui vont, parce qu'il faut gagner une bague absolument, aller tout de suite se mettre avec leurs potes dans d'autres franchises pour s'associer, faire des Big Three, des Big Four, etc. pour pouvoir gagner facilement un titre NBA. La voie facile. Alors, bien sûr, c'est aussi, ça s'explique par le fait que le marché est de plus en plus liquide, les transferts se font de plus en plus instantanés. On est même quasiment sur le fait que chaque année, enfin, si vous ne suivez pas d'une année à une autre, vous allez perdre en fait la trace d'un joueur de son passage d'une franchise à une autre. Comparé avant où quand même on pouvait voir des joueurs qui pouvaient, des Tim Duncan qui pouvaient, alors ça ne se fera plus, des joueurs comme Kobe, plus de 20 ans, plus de 19 ans dans une même franchise. Parce qu'il y avait cette notion de fierté de représenter sa ville, de représenter le club qui a drafté le joueur en question. Même si le club n'était pas en bonne position, en général c'était le cas lors de la draft quand vous prenez un joueur qui allait occuper le top 3 ou le first pick, etc. Mais ce joueur était fier d'y rester parce que son objectif était quand même de porter son équipe, sa franchise, vers le titre NBA. Coûte que coûte. Et avec tout ce que cela engendrait comme médiatiquement, critique et tout le reste. LeBron, quoi qu'on en dise quand même, respect, même si son move pour aller à Miami, bon, il s'est racheté entre guillemets en revenant et en reprenant un titre avec Cleveland. Mais au moins, on peut s'accorder, et ça justifie mon point, sur le fait que parmi les titres NBA que LeBron a remportés, on peut raisonnablement admettre que le titre remporté à Cleveland a été beaucoup plus prestigieux, beaucoup, en termes de saveur, en termes de poids historique, comparé au titre remporté à Miami. Ceci n'enlève rien, bien sûr, au fait qu'il est remporté avec Chris Bosh, D-Wade, et Ray Allen et consorts, ces titres à Miami. D'ailleurs, c'est parce qu'il va à Miami et qu'il gagne un niveau de confiance qu'il est donc capable de revenir à Cleveland. Pour moi, je pense que c'est tout un ensemble, mais ça joue là beaucoup dessus en termes psychologiques et en termes de détermination et aussi de leadership. Il a été beaucoup critiqué par le passé là-dessus. Mais aujourd'hui, voilà, on est d'accord que justement, c'est parce que quand il revient à Cleveland, d'ailleurs, en back, en référence effectivement au retour de Jordan en NBA. Mais là, vraiment, l'essentiel, c'est la notion d'engagement et d'éthique de travail. Je pense que quand LeBron finira sa carrière, pour finir avec lui là-dessus, bien sûr, d'autres reviendront, mais pas d'aussitôt en tout cas. Et ça reste LeBron, Curry, quand même des personnes ou des joueurs qui auront marqué parce qu'effectivement, ayant eu cette envie de partager cette passion et l'engagement et l'amour du jeu. Je vais maintenant conclure avec cette dernière partie. Les Jeux Olympiques, on a vu des nations telles que le Soudan du Sud, l'Allemagne, le Canada, la France évidemment. On a revu quand même un amour du basket qui était quand même à son paroxysme en fait.
ce dont on est fier au quotidien, de se dire, bon, voilà, on va pratiquer le basket. Et on aimerait que ce soit le cas à NBA. Et aussi, bien sûr, particulièrement quand on voit que en termes d'arbitrage, il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, quand même. Quand on voit beaucoup de matchs qui ne sont plus sifflés, c'est quand même assez flagrant que les arbitres, je pense qu'il y a un laisser-faire quand même aussi pour le spectacle, mais c'est quand même trop. Je trouve que c'est trop. Bon, bref. Quand on voit qu'il y a... C'est ça qui est quand même qui tue le jeu, en fait, pour ceux qui pratiquent réellement le basket et qui respectent les critères et les règles vraiment telles que elles devraient être, entre guillemets, les règles, ces règles en question. Et parce que quand on voit sur des playgrounds des gamins qui arrivent sur un terrain qui ne savent même pas shooter et qui veulent tout de suite déjà shooter à 3 points, se mettre derrière la ligne comme Curry et lancer la balle. Bon, en général, c'est du airball où une fois sur 2, une fois sur 100, la balle entre. On constate quand même qu'il y a une mauvaise image et impulsion qui est donnée par cette nouvelle génération de basketteurs, de ballers auprès des jeunes de la nouvelle génération qui découvrent le basket qu'à travers les réseaux sociaux. Parce que, bon, voilà, c'est l'époque. Mais derrière, il n'y a pas une culture historique. Parce que la culture aussi, c'est ça qui fait que on reste attaché au jeu, en fait. Qui fait qu'on est capable, même si on ne regarde plus les matchs à une certaine heure, mais au moins de continuer à s'y intéresser. Aujourd'hui, des gamins vont juste sélectionner 1 ou 2 joueurs les plus connus et s'arrêter à ce niveau. Soit. Bon, bref, mettez en commentaire vos réflexions. Mais pour moi, je pense qu'il y a tout un tas de paramètres aussi. L'aspect économique que je n'ai pas assez évoqué, mais je pourrais évoquer, m'étaler là-dessus. Il n'y a pas qu'un NBA, mais bon, le sujet reste principalement sur la NBA comme élément cristallisateur du basket. Mais là, dans l'aspect économique, vous remarquez que du fait du marché, de sa taille qui ne fait que grossir au fil des années, la NBA qui de plus en plus prend une énorme place en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, le marché devient de plus en plus très grand et en termes de liquidité, des droits télévisés, les contrats des joueurs donc sont assez élevés. Mais derrière, parfois, certains joueurs n'arrivent pas ou ne veulent pas, je ne sais pas, à délivrer, à jouer sérieusement. Je pense que vous avez certaines références en tête, mais bon, je ne citerai pas de nom. Et donc, ceci fait que la NBA aujourd'hui, pour moi, n'est plus, en tout cas, comme avant. Je regarde, bien sûr, mais d'une autre manière, puisque je pratique toujours au quotidien. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci de nous avoir suivis. On se revoit la prochaine. Au revoir.